Dans la vie, il y a ceux qui travaillent pour vivre et ceux qui vivent pour travailler, ceux qui comptent les heures et ceux qui ne les voient même pas passer. Dans un monde où le travail est souvent une corvée, une obligation pour payer les factures, ils sont rares ceux qui y trouvent un sens. Des millions de gens se sentent enfermés dans une boucle infernale où chaque journée se confond avec la précédente. Le soir, avant de vous coucher, vous savez déjà ce que vous ferez demain. Lire, relire, classer, décrocher, raccrocher le téléphone, confronter les remarques de vos supérieurs et l'hypocrisie de certains collègues. Quand le week-end arrive, vous n'avez même pas le temps de cligner des yeux qu'il est déjà dimanche soir. À vous de vérifier si votre réveil est bien programmé. Si cette description vous parle, c'est normal, puisqu'à l'échelle mondiale, seulement 25% des gens aiment leur travail contre 75% qui subissent au quotidien le poids écrasant de la routine. Le métro boulot dodo est devenu le lot de millions de personnes, un cycle épuisant qui grignote leur énergie, leur créativité et leur joie de vivre. Mais il existe une minorité qui se bat chaque jour pour donner du sens à ce qu'elle fait. Lala Camara faisait partie de ces gens-là. Elle voulait devenir infirmière pour soigner et apporter un peu de lumière là où il y avait de la douleur. Les emplois du temps relous, de longues heures de travail, le stress et les sacrifices, rien de tout ça ne lui faisait peur. Pourtant, au moment où elle touchait enfin du doigt son destin, son histoire a tragiquement été interrompue. Arraché par la violence d'une main cruelle et insensée, le corps retrouvé dans des circonstances troublantes va immédiatement soulever des questions importantes. Quelles pourraient être les raisons d'une telle violence? Notre affaire aussi horrible qu'injuste va bouleverser des familles entières et choquer bien au-delà des frontières. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et on est parti. Notre histoire se déroule à Ashton Road à Downton, une paisible banlieue de Manchester située à l'est de la ville. Loin de l'agitation du centre urbain, Downton offre un cadre résidentiel calme et bien desservi, où les maisons en briques rouges typiques du nord de l'Angleterre bordent les rues étroites. Ashton Road traverse cette petite ville au charme discret, reliant les zones industrielles aux lieux plus commerciaux. La ville est réputée pour son atmosphère de quartier, ses petits commerces de proximité, ses cafés familiaux, ainsi que ses espaces verts qui jalonnent les alentours. Les habitants s'y croisent au rythme tranquille des bus régionaux, les enfants vont à l'école à pied et les retraités s'attardent sur les bancs publics échangeant des nouvelles autour d'un thé. Ce n'est pas un lieu touristique à proprement parler, mais justement c'est cette normalité rassurante qui en fait la destination idéale pour ceux qui cherchent une vie stable, loin des projecteurs. Mais derrière cette façade de sérénité, il subsiste une part d'ombre. Bien que le taux de criminalité à Ashton Road soit parmi les plus bas de Manchester, son apparence tranquille peut parfois être trompeuse. Car parfois, c'est dans les rues les plus calmes que se déroulent les histoires les plus sombres. Et celle de Lala Camara en est un exemple glaçant. Lala Camara est née à Kaolack au Sénégal, où elle a passé les premières années de sa vie avant de s'envoler pour l'Italie à l'âge de 4 ans. Une destination de rêve où ses parents avaient décidé de poser leurs valises. Ils décident de s'installer dans la ville de Brescia, sans doute pour son dynamisme et ses nombreuses opportunités, le cadre idéal pour construire une nouvelle vie. Telle une véritable citoyenne du monde, Lala navigue entre deux cultures. Pendant l'année scolaire, elle partage son quotidien entre Ponte San Marco, où elle vit avec sa famille, et Desenzano, où elle poursuit ses études plongée dans l'effervescence italienne. Mais dès que les vacances arrivent, elle prend la direction du Sénégal, retrouvant la chaleur humaine et l'ambiance familière de sa région d'origine. Un équilibre entre deux mondes qu'elle embrasse pleinement. Après l'obtention de son diplôme en comptabilité, Lala Camara quitte Brescia, où sa famille était établie, pour s'installer en Angleterre. Pendant 3 mois, elle découvre la ville de Londres avant de s'installer à Manchester. Elle emménage plus précisément sur Ashton Road, ayant été admise dans un programme de formation d'infirmière grâce à la réussite d'un concours. C'est ici, dans cette ville du nord de l'Angleterre, qu'elle pose ses valises et se lance dans sa nouvelle vie d'étudiante. Manchester devient alors le théâtre de ses rêves entre les cours, les sorties entre amis et ses premiers pas vers le métier d'infirmière. Lala était en train de boucler sa 3e année en soins infirmiers, un cap important dans son parcours. Déterminée à réussir, elle n'avait pas hésité à cumuler les efforts après l'obtention de son diplôme. Elle décroche un job au Wythenshawe Hospital et devait bientôt commencer son service. Avant cela, des sources affirment qu'elle aurait déjà travaillé en tant que fille au père ou nounou
et ensuite en tant que serveuse au McDonald's. White&Shell Hospital, où elle doit commencer, est un établissement reconnu dans la région de Manchester. C'est un lieu réputé pour la qualité de ses soins et ses spécialités en cardiologie et en chirurgie. De ce que l'on sait de cette affaire, à cette époque, Lala voulait avant tout aider ses parents, leur rendre tout ce qu'ils avaient sacrifié pour elle. Elle reçoit d'ailleurs régulièrement leur visite à Manchester. Elle reste très proche d'eux malgré la distance. L'un de ses plus grands rêves est de pouvoir les amener un jour en pèlerinage à la Mecque, un voyage spirituel qui représente un idéal pour de nombreux musulmans. Lala Camara est aussi de manière générale très appréciée par ceux qui la côtoient, que ce soit à l'école ou à son travail ou dans son entourage personnel. Elle laisse toujours une impression positive. On la décrit comme une jeune femme souriante, douce et très peu conflictuelle. Le 8 mars 2019 est une date qui restera gravée dans les mémoires. Et pour cause, ce jour-là, Lala Camara ne répond à aucun appel, ni aux nombreux textos qui lui sont envoyés. Une situation inquiétante pour ses proches, qui connaissent bien ses habitudes. Lala n'est pas du genre à disparaître sans prévenir. Ce jour-là, un froid sec s'abat sur la ville. Le ciel est couvert de nuages, et la ville d'Ashton Road semble plus silencieuse que d'habitude. C'est dans cette atmosphère lourde qu'une amie proche de Lala va aller toquer chez elle. Une fois sur place, ce qu'elle découvre dans l'appartement est terrifiant. Lala est retrouvée dans sa chambre sans vie et dans une position difficile à décrire. Le corps porte des marques visibles de violence, des blessures qui ressemblent à des coups. Elle a les mains très solidement nouées dans son dos, un détail qui ne laisse aucun doute sur la brutalité de l'agression. Le corps porte les stigmates d'une violence inouïe et tout laisse à croire qu'il s'agit d'un viol ou d'une tentative de viol qui aurait très mal tourné. L'affaire sera qualifiée d'abjecte et de crapuleux. Mais jusqu'où les hommes sont-ils prêts à aller? Sérieusement, infliger une telle violence à une jeune femme sans défense? Très vite, l'appartement devient une scène de crime, bouclée par la police scientifique. Et ce qui semblait d'abord être une inquiétante disparition prend désormais une tournure bien plus sombre. Lala Camara, jeune sénégalo-italienne, n'est malheureusement plus de ce monde. Les parents de Lala étant sous le choc, sont plongés dans l'incompréhension. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver à leur fille si loin de chez eux? Aliou Camara, le père de la défunte, n'hésite pas une seconde. Il saute sur le premier vol pour se rendre en Angleterre, déterminé à comprendre ce qui s'est passé et être auprès de son enfant. Devant les médias, M. Camara a déclaré « J'ai parlé à ma fille la veille de sa mort. Elle me faisait part du fait qu'elle venait tout juste de réussir au concours d'infirmière et qu'elle allait commencer son nouveau job ce lundi. Elle était vraiment très heureuse. Lala était une personne très joviale. Elle adorait s'entourer de gens. Elle était tout le temps présente pour assister son prochain, surtout quand il s'agissait d'un compatriote. » La mère de la défunte, profondément bouleversée par les événements, n'a pas pu retenir son émotion. Submergée par la douleur, elle confie quelques mots à la presse italienne, laissant transparaître toute sa tristesse. « Ma fille était pleine de vie. Elle voulait juste aider les autres. Je ne sais pas grand-chose de ce qui s'est passé. Je sais seulement qu'elle a été tuée. Elle a été brutalement battue, les mains dans son dos. Ils l'ont frappée. Ma fille était une bonne personne. Elle était obéissante, respectueuse et elle avait un grand cœur. Je l'ai entendue pour la dernière fois le vendredi soir. Elle était heureuse pour son nouveau travail. Elle m'a dit au revoir en me disant qu'elle m'appellerait le lendemain. Je ne l'ai plus entendue. Puis dimanche, ils m'ont téléphoné pour me dire que ma fille était morte. » Le consulat italien à Londres, en étroite collaboration avec les autorités britanniques, a immédiatement pris en charge le suivi du dossier de Lala Camara. Il est resté en contact permanent avec la famille afin de leur offrir tout le soutien nécessaire, tant sur le plan administratif qu'humain. Du côté du Sénégal, les autorités ont également exprimé leur volonté ferme de voir cette affaire élucidée dans les moindres détails. Au même moment, l'enquête pour meurtre est immédiatement ouverte. Très vite, l'attention des enquêteurs se tourne vers un individu bien précis, en raison de sa proximité avec la victime. Il s'agit de Khadim, un homme présenté comme étant le fiancé de Lala, d'après la presse italienne, et qui serait également son colocataire. Sa grande présence dans la vie de la jeune femme en fait un suspect naturel aux yeux des enquêteurs, du moins pour les premières heures de l'enquête. On n'a pas beaucoup d'informations sur leur couple. Du peu que l'on sait, les deux seraient ensemble depuis à peu près 1 an.
Khadim est décrit comme quelqu'un de gentil et attentionné, toujours aux petits soins pour sa petite amie. Lala le rendait très heureux et selon certains témoignages, il parlait souvent d'elle avec beaucoup de fierté. En apparence, rien ne laissait présager des tensions entre eux. Leur relation semblait relativement stable. Suivant le déroulement logique des événements, on apprendra également que 2 personnes seront placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Parmi elles, Khadim le petit ami de Lala, mais contre toute attente, il sera relâché après son audition. Aucune preuve ne permet de l'impliquer directement dans les faits et aucun témoignage ne vient soutenir l'hypothèse de sa responsabilité. Ce dernier était même en déplacement au moment du meurtre. Pour les enquêteurs, il est alors clair que la vérité se trouve bien ailleurs. Ailleurs, mais pas très loin, car la deuxième personne suspectée d'être à l'origine du meurtre n'est autre que Mustapha Jah. Et ce nom, les proches de la victime à Ashton Road le connaissent très bien. Alors qui est-il pour Lala et pourquoi il est au cœur de l'enquête? On va tout de suite en savoir un peu plus. Mustapha Jah, d'origine sénégalaise, est né le 27 août 1997. Il n'a que 21 ans au moment des faits. À première vue, un jeune homme comme tant d'autres, mais derrière son apparence se cache un profil bien plus troublant. Décrit par ceux qui l'ont côtoyé comme étant fainéant, paresseux et surtout instable, Mustapha traîne depuis peu une réputation de garçon à problème. Grâce aux recommandations de Lala, il avait pourtant réussi à décrocher un emploi chez McDonald's, dans le même établissement où il avait travaillé par le passé. Un geste de soutien, sans doute dans l'espoir de l'aider à se stabiliser. Mais ce coup de pouce n'a pas suffi à changer la trajectoire de Mustapha, car le jeune homme, à seulement 21 ans, est déjà plongé dans une spirale destructrice, toxicomane, addict au crack. Il serait dans un état de dépendance. Son comportement reflète souvent les effets de ses consommations, crise d'agressivité, instabilité émotionnelle, moments d'euphorie suivis de phases de repli profond. Ceux qui le connaissent parlent d'un jeune homme imprévisible. Quelle est la relation entre Mustapha et Lala? Eh bien, Mustapha n'est autre que le petit frère de Khadim, le fiancé de Lala, qui avait été relâché un peu plus tôt au cours de l'enquête. Dans les bruits de couloir, on raconte que Mustapha entretenait des tensions récurrentes avec le couple. Il leur aurait même volé de l'argent à plusieurs reprises, principalement pour financer sa consommation de drogue. Ce lien combiné à un passif tendu et une instabilité chronique fera de Mustapha Jah le principal suspect dans notre affaire. Ces révélations, aussi troublantes soient-elles, ne prouvent en rien la culpabilité de Mustapha. Son comportement perturbateur ou ses tensions passées avec Lala ne suffisent pas en soi à le condamner. Alors, pourquoi est-il dans le viseur de la justice? C'est en fouillant son téléphone que les enquêteurs vont alors faire face à une découverte qui va tout changer. Lors de la perquisition de son appareil, une série de recherches Google ont attiré leur attention. Elles ont été effectuées le samedi 9 mars 2019, soit le lendemain du jour où la police pense que Lala a été assassinée. Parmi ces recherches, on a emprisonnement à perpétuité en Angleterre. On a également condamnation à vie pour une personne qui a étranglé sa partenaire. Des recherches particulièrement inquiétantes compte tenu du contexte actuel. Reste alors à déterminer le mobile. Pourquoi s'en serait-il pris à Lala? Est-ce une dispute qui aurait dégénéré? Un vol qui aurait mal tourné? Une vengeance personnelle? Plusieurs pistes sont envisagées. D'autant plus que le présumé meurtrier se montre très peu coopérant, refusant de répondre aux nombreuses questions des enquêteurs. Il nie toute implication directe avec la mort de Lala Camara, mais n'apporte aucun alibi. Face aux recherches troublantes retrouvées sur son téléphone, il est inculpé pour le meurtre de Lala Camara dans l'attente de son procès qui se tiendra devant le Manchester Crown Court, le tribunal de Manchester, en septembre 2019. Dimanche soir ay booru 19h lañ ñu woo téléphone ñu ne xale bi dafa décédé ñu ne boobu amuñu benn information bu leer ñuy patient ba la lendemain lan boos grand frère bi Zem ñu ne xale bi daal xam naa da nga ko faat si néegam ñun de ba li amee sax daf ñoo jaaxal parce que moom xale bu yaru la xale bu tey la amul benn problème daal c'est fiable moom daal bu ñu déggee léegi daf ñoo jaaxal sax parce que moom du genre boobu noonu jàngee ñëw nekk néegam liir dal waaw xale bu yaru la xale bu baax la.
ñu ngi leen déglu fu ne nii mënaguñ def benn kii réaction fu ne ndax amaguñ fu ne nii leer pour da nga koy indi wala du nga ko indi fu ne naa ñu ngi leen di xaar ba xam waaw. xam naa mi ngi ci morgue ba ndax téléphone nañ leen zem ne ko fu ne nii dañuy def kii bi enquête yi moment bi dañuy def enquête yi xanaa ngi def seen liggéey rek pour def seen liggéey waaw mu gën a leer. waaw ñu ne jàpp nañ ñaari sénégalais ñaar ñu góor lan waxagum kii 26 ans kii 25 ans. daal bu mu nekk daal mu gën a leer daal. yaru waaw yaru daal bëgg tàntaam demul dikkut mi ngi toog ci wetu yaayam di jàppale yaayam topp liggéeyam ak njàngam loolu daal moo nekkoon at naam bëggoon a réussir nag pour jàppale ay parents parce que xale bi. Septembre 2019, les proches de Lalla Camara se réunissent au Manchester Crown Court pour assister à un procès qu'ils auraient préféré ne jamais connaître. Les parents de Lalla, encore traumatisés par la perte brutale de leur fille, sont présents dans la salle. Ils sont venus chercher des réponses, mais surtout faire face à celui qui aurait mis fin à la vie de leur enfant. Comme souvent dans ce type d'affaires, il y a ce besoin de regarder le monstre dans les yeux. Aliou Camara, le père de Lalla, confiera plus tard « J'avais besoin de voir son visage, de comprendre à quoi ressemblait celui qui a ôté la vie à ma fille. » Mais dans ce lieu, ce qu'il voit, ce n'est pas un monstre. C'est un jeune homme à l'apparence banale, presque inoffensive. Ce masque tombe rapidement lorsque les premières révélations du procès éclatent. Le frère de Mustapha, Khadim Dia, toujours sous le choc, le qualifie d'animal, de menteur et de voleur, témoignant de la complexité et de la tension de leur relation. Khadim n'a plus de doute. Mustapha n'est plus mon frère. Pourtant, tout n'a pas toujours été noir entre Mustapha et le couple. Si la relation avec Khadim était chaotique, avec Lalla c'était un peu différent. Elle avait vu en lui un jeune homme perdu, un frère à relever. Alors par amour, ou peut-être par espoir, Lalla l'avait recommandé dans le restaurant où elle avait elle-même travaillé. Une générosité qui tragiquement allait se retourner contre elle. Car selon la reconstruction de l'affaire, c'est bien ce même jeune homme à qui Lalla a tendu la main qui finira par le trahir de la pire des manières. Le jeudi 7 mars 2019, soit la veille du meurtre, Khadim Dia, le petit ami de Lalla, quitte leur appartement pour quelques jours de vacances à Milan, en Italie. Avant de partir, il accepte à contre-cœur que Mustapha reste dans son appartement avec Lalla. Mustapha est en difficulté, sans emploi et sans argent. Khadim ne lui fait pas confiance, mais il se dit que tout va bien se passer. Le même soir, à peine Khadim parti, Mustapha vole 20 pounds dans le sac à main de Lalla, puis 50 pounds dans une boîte où le couple mettait de l'argent de côté pour leurs vacances. Un peu plus tard, la scène se répète, mais cette fois-ci, avec un objet de plus grande valeur. Mustapha s'empare de la PlayStation de Khadim. Le vendredi 8 mars, Lalla appelle Khadim pour lui signaler ce qui s'est passé. Son frère est tout simplement en train de tout dérober dans la maison. Elle envisage de confronter Mustapha afin qu'il arrête ses agissements, mais Khadim l'en dissuade. Il promet de régler les choses dès son retour. Ce sera la dernière conversation qu'il aura avec sa fiancée. Le même soir, aux alentours de 22h45, un virement de 50 pounds est effectué depuis le compte bancaire de Lalla vers celui de Mustapha via une application mobile. Selon les enquêteurs, il est très probable que ce transfert ait été fait sous la menace. Lalla n'aurait jamais consenti volontairement à cette opération. On pense notamment qu'il l'aurait menacé avec une arme blanche. Le petit frère de Khadim en profite pour exiger les codes de son téléphone avant de l'agresser peu de temps après. Les enquêteurs confirment qu'une lutte violente a éclaté dans l'appartement, comme en témoignent les traces des griffures sur le visage de Mustapha et la présence de son ADN sous les ongles de la victime. Mustapha parvient à la maîtriser en lui attachant les mains dans le dos avant de l'étrangler pour l'étouffer. Le corps de Lalla portera les traces d'une lutte intense et de coups violents. Selon les experts,
La plupart de ses blessures ont été infligées alors qu'elle était encore en vie, les mains très solidement ligotées, totalement incapable de se défendre. Le lendemain, très tôt, Mustapha se rend tranquillement dans un McDonald's où il effectue un paiement sans contact d'1,43 £. Vers 9 h du matin, il revient au McDo et refait des paiements sans contact pour un montant de 7,77 £. Pendant ce temps, Khadim, toujours à Milan, n'arrête pas de s'inquiéter. Lala ne répond ni à ses messages ni à ses appels, et quand il cherche à se renseigner auprès de Mustapha, ce dernier lui dit qu'elle serait sortie ou qu'elle serait sûrement partie au travail. Khadim propose alors à son frère de l'appeler en visio afin qu'il lui montre son appartement, ce à quoi Mustapha aurait émis un refus catégorique. Cette situation inquiète davantage Khadim, qui va alors demander à un proche d'aller vérifier si tout allait bien dans son appartement. Une fois sur place, la personne frappe à la porte. Elle appelle à plusieurs reprises, puis finit par rentrer. Quelques instants plus tard, elle tombe nez à nez avec une scène qui va la traumatiser à vie. Lala Camara ne semblait plus respirer. La scène laissait peu de doute quant à la manière dont elle a été tuée. La police est alors immédiatement contactée aux environs de 10h45 et elle réussira à mettre la main sur les recherches Google de Mustapha. Que risque-t-on après avoir tué sa partenaire par étranglement? Mustapha avait nié le meurtre de Lala jusqu'à l'ouverture du procès, mais a finalement reconnu les faits face à l'accumulation des preuves accablantes présentées par l'accusation. Mercredi 4 septembre 2019, Mustapha Dia, 22 ans, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Après avoir plaidé coupable, il devra purger une peine minimale de 23 ans et 187 jours. L'inspectrice en chef Cheryl Chatterton, chef de l'équipe des incidents majeurs de la ville, a déclaré « Mes pensées les plus sincères vont à Lala et à ses proches, qui tentent encore aujourd'hui de faire face à ce qui s'est passé. Les actes ignobles de Mustapha ont coûté la vie à une jeune femme qui avait tant d'avenir devant elle. C'est une femme qui souhaitait prendre soin des autres et poursuivre une carrière d'infirmière. Et nous sommes tous profondément attristés d'apprendre qu'elle a été tuée dans des circonstances aussi horribles. Même si je sais que rien ne pourra ramener Lala à la vie, j'espère que la sentence prononcée aujourd'hui leur apportera un peu de réconfort et de sérénité. » Des mots qui vont faire beaucoup de bien aux proches de la victime. Aliou Camara, face à la sentence, a déclaré « Nos vies ne seront plus jamais les mêmes sans elle, mais elle restera à jamais gravée dans nos cœurs. Nous sommes heureux de constater que justice a été rendue et nous tenons à remercier chaleureusement la police du Grand Manchester pour son travail acharné et pour ses efforts qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion. » Une cérémonie religieuse en hommage à Lala s'est tenue dans une atmosphère lourde de chagrin et de recueillement. Dans une grande salle, des parents, des amis, des proches, mais aussi des personnalités italiennes et sénégalaises, dont un ministre et une députée, sont venus spécialement pour l'occasion. Cette cérémonie, empreinte de spiritualité à Brescia, n'est pas seulement un adieu. C'est un cri du cœur, un moment de communion pour honorer la mémoire de la jeune femme. Elle rêvait de soigner les autres, de soulager les douleurs. Aujourd'hui, ce sont ceux qui l'aimaient qui doivent apprendre à vivre avec la leur. Un moment très triste où chacun voulait absolument être là, ne serait-ce que pour serrer les proches de Lala dans ses bras et leur offrir un peu de réconfort. Cette histoire a rassemblé énormément de gens, notamment ceux du Sénégal, de l'Italie et de l'Angleterre. 3 pays unis par l'indignation et surtout par l'amour porté à une jeune femme dont la bonté n'avait pas de frontières. Car Lala Camara, c'était bien plus qu'une victime. C'était une jeune femme au cœur immense, marquée par une résilience peu commune. Fille d'un maçon et d'une aide cuisinière, elle savait les efforts déployés par ses parents pour lui offrir une vie meilleure. Elle portait le rêve en elle, et même avec un modeste salaire chez McDonald's, elle trouvait toujours le moyen de leur envoyer un peu d'argent. Certains proches restés au Sénégal se souviennent aussi des cadeaux qu'elle leur faisait parvenir. Des attentions simples, mais qui en disaient long sur sa générosité. Après une première formation, Lala comprend que sa vraie vocation, c'est d'aider les autres. Elle se réoriente vers les soins infirmiers avec une grande détermination. Et après des années de travail, elle obtient enfin son diplôme et s'apprête à débuter son job à l'hôpital le lundi 10 mars. D'ailleurs, son frère se souvient de l'uniforme qui était prêt et soigneusement lavé, suspendu dans sa chambre. Lala avait hâte de porter ses tenues et d'exercer le métier qu'elle aimait déjà profondément.
Malheureusement, à seulement 2 jours de ce tournant décisif, elle sera injustement tuée par le frère de son fiancé. Un fiancé qui souffre autant que la famille, car lui aussi a vu tous ses rêves s'envoler. Mustapha est un animal et ce n'est plus mon frère. Lala était la personne la plus gentille et ne méritait pas de mourir. Depuis sa mort, ma vie a beaucoup changé. Je pense à elle tous les jours. Je pense à la façon dont elle est morte. Lala et moi avions beaucoup de projets ensemble pour notre vie. Elle était ma partenaire de vie et ma meilleure amie. Je voulais l'épouser et j'ai toujours rêvé qu'on ait des enfants ensemble. C'est quelque chose que nous ne pourrons jamais faire à cause de mon frère. Ibra, le frère de Lala, s'est aussi exprimé en déclarant « J'avais parlé à Lala le vendredi et elle allait bien. Elle n'était ni inquiète ni anxieuse à propos de quoi que ce soit. Au contraire, ce soir-là, elle était très heureuse. Elle allait commencer un nouveau travail dans une clinique. C'était le travail de ses rêves. Pendant 3 ans en Angleterre, Lala a travaillé dur pour atteindre son objectif. C'était une femme forte, elle était indépendante et très entreprenante. La cérémonie de levée du corps s'est tenue à la mosquée de Mermoz au Sénégal. Dans une atmosphère lourde, les autorités italiennes avaient initialement proposé de prendre en charge les frais de rapatriement. Le corps de Lala a finalement été inhumé dans la ville sainte de Touba, selon les volontés de sa famille. Et malgré tous leurs efforts pour surmonter la douleur causée par son absence, les proches de Lala ne se sont en réalité jamais remis de cette douloureuse perte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de la liker, laisse un avis en commentaire. En attendant, prends soin de toi, fais attention à toi et à très vite sur la chaîne. Bye!